nous allons continuer avec le deuxième orateur qui est Foucault Chemings. Bonjour et bienvenue parmi nous. Vous êtes médecin radiologue orienté cancer du sein à l'Institut Bergonié et votre présentation aujourd'hui va porter sur l'intro sur l'apport de l'IA et le deep learning en particulier en imagerie mammaire pour la détection diagnostic des cancers du sein. Bon, merci beaucoup pour cette introduction. Donc moi, je suis Foucault Chamings. Effectivement, je m'occupe du département d'imagerie du sein à l'Institut Bergonié. Et je remercie les organisateurs de m'avoir proposé de présenter un petit peu une introduction sur l'apport de l'IA en imagerie mammaire pour la détection et le diagnostic du cancer du sein. Alors, en introduction, on peut un peu rappeler quand même la problématique qu'est le cancer du sein en termes de santé publique, puisque le cancer du sein, c'est quand même très significatif, 50 000 nouveaux cas par an en France, et c'est quand même pas anodin, puisque ces 50 000 nouveaux cas entraînent environ 11 000 décès. Alors, pour essayer de diminuer un petit peu ce taux de mortalité, on a plusieurs solutions. Il y a évidemment des progrès qui sont faits sur les thérapeutiques, avec l'amélioration notamment des chimiothérapies, mais surtout, il faut essayer de détecter les cancers de façon précoce, puisqu'on sait que si on les trouve tôt, eh bien, on va diminuer la mortalité par cancer de 20 à 40%. Et aujourd'hui, dans notre pays, la détection précoce, c'est-à-dire la détection avant que les anomalies soient palpables, eh bien, elle repose sur la mammographie de dépistage. Alors en France, on a des dépistages qui est individuel, c'est-à-dire que les patientes sont adressées par leur médecin traitant ou par leur gynécologue pour faire une mammographie. Et puis on a un dépistage qui est organisé, c'est-à-dire que les patientes là sont invitées par courrier à venir faire une mammographie tous les 2 ans. Et c'est caractérisé par le fait qu'il y a un contrôle qualité, il y a une formation obligatoire des lecteurs, et puis il y a une deuxième lecture centralisée. C'est-à-dire on lit les mammographies dans les centres, et ensuite elles sont envoyées dans un centre de gestion avec un deuxième lecteur qui les relie pour éventuellement détecter des cancers supplémentaires. Et puis, en plus de cette mammographie, on peut être amené dans le dépistage à faire, lorsque les seins sont denses, des échographies complémentaires pour détecter des cancers qui n'auraient pas été vus à la mammographie. Donc la mammographie, eh bien, c'est utile, mais ça a quand même des limites. C'est-à-dire qu'on a beau faire des mammographies régulières, donc tous les 2 ans en France, eh bien, il reste quand même environ un tiers des cancers qui vont être détectés entre 2 mammographies. C'est ce qu'on appelle les cancers d'intervalle. Par ailleurs, quand on trouve des cancers en mammographie, et ça on en a bien l'expérience, quand on regarde les mammographies d'avant, 1 an avant, 2 ans avant, on se rend compte que souvent le cancer était déjà visible. Par ailleurs, les radiologues n'ont pas tous la même formation, donc il y a des performances variables. Et puis, il y a un problème qui est de plus en plus important en France, dont on parle de plus en plus, c'est le manque de médecins et en particulier le manque de radiologues. Et aujourd'hui, il y a des régions, alors dans le monde bien sûr, mais aussi en France, où l'accès au dépistage commence à être limité. Alors, il y a quand même des évolutions technologiques qui améliorent les choses, notamment en termes de détection, avec l'arrivée en particulier de la tomosynthèse. La tomosynthèse, c'est l'acquisition mammographique pseudo 3D qui permet de détecter plus d'anomalies. Donc, on a une augmentation du taux de détection de cancer du sein. Et on a une diminution du taux de rappel, c'est-à-dire qu'en plus, on fait moins de faux positifs. Donc, globalement, on est plus performant. Donc, vous avez un exemple ici, une mammographie qui peut être considérée comme quasiment normale, on ne voit pas d'anomalie. Et sur la tomosynthèse, donc la coupe de tomosynthèse, vous voyez une distorsion architecturale qui est ici, qui elle est beaucoup plus facile à voir et donc plus facile à détecter. Donc ça, c'est bien, mais ce n'est pas non plus parfait. D'abord parce qu'il faut lire des coupes et que ça prend du temps. Donc il y a une augmentation du temps de lecture. Et on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas assez de radiologues, donc ça peut poser un problème. Il y a toujours des erreurs de détection et de caractérisation. Et pour le moment, en France, la tomosynthèse n'est pas autorisée pour le dépistage organisé. Donc il y a encore des limites. Les limites de détection de la mammographie, on a essayé de les résoudre finalement depuis assez longtemps, justement en se basant sur les solutions informatiques. Et en particulier en essayant de développer depuis les années 60 des logiciels d'aide à la détection, ce qu'on appelle les CAD, qui finalement vont venir reconnaître des images anormales et les signaler aux radiologues. Donc ça s'est développé pendant plusieurs années. Il y a eu pas mal d'attentes sur ces logiciels. Malheureusement, on a montré avec le temps qu'il y avait effectivement peut-être une discrète augmentation de la sensibilité, en particulier pour les lecteurs qui avaient le moins d'expérience, mais que comme on détectait beaucoup plus d'images, on faisait aussi beaucoup plus de faux positifs, et donc on baissait la spécificité. Et donc il y a des études récentes qui ont montré que finalement, on n'avait pas vraiment d'amélioration significative des performances globales des radiologues. Et petit à petit, et on va dire qu'on a un peu désinvesti sur ces logiciels d'aide à la détection. Ça a été vrai jusqu'à un peu cet événement majeur de 2012, que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, qui est l'avènement du deep learning et donc de l'intelligence artificielle avec des réseaux de neurones et l'apprentissage profond, avec en particulier
cet événement en 2012 lors du challenge de reconnaissance d'image, où l'équipe de Geoffrey Hinton, qui se basait sur ces logiciels d'apprentissage profond, eh bien, a eu des performances largement supérieures à toutes les autres équipes qui utilisaient d'autres logiciels. Alors, on voit bien que évidemment, ça ouvre des possibilités extrêmement intéressantes dans la pratique, hein, donc tout ce qui est basé sur la reconnaissance automatique d'images, donc on imagine bien hein, la robotique, les conduites, enfin les voitures autonomes, mais aussi évidemment des applications potentielles en santé et en particulier en imagerie. Puisque finalement, l'imagerie, eh bien, notamment en particulier la mammographie, qu'est-ce que c'est? C'est de la détection et de la caractérisation, donc de la reconnaissance d'images. Et finalement, si on avait des logiciels qui étaient capables de reconnaître un chat, un chien et un canard, eh ben, on se dit que finalement, il n'y a pas de raison qu'ils ne reconnaissent pas dans un sein s'il y a ou pas une anomalie. Et s'il y a une anomalie, si cette anomalie présente des caractéristiques en faveur d'une lésion bénigne, ou au contraire des caractéristiques, hein, en fonction de sa forme, de ses contours, qui sont en faveur d'une lésion plutôt maligne. Donc ça a été une révolution, ça a commencé à intéresser, on va dire, petit à petit le monde de la radiologie, on va dire peut-être doucement au début, mais jusqu'à cet événement majeur, on va dire, de 2016, qui a été l'intervention du fameux, donc du même Geoffrey Hinton, qui a déclaré dans un hôpital que en fait, les radiologues étaient comme le coyote du dessin animé, c'est-à-dire qu'ils avaient en fait déjà dépassé le bord de la falaise, mais qu'ils n'avaient pas regardé encore en bas et que, résultat, ils ne savaient pas qu'ils allaient tomber. Et il a même déclaré, en fait, on devrait arrêter d'entraîner, de former des radiologues, puisque pour lui, c'était juste évident que dans les 5 ans, le deep learning allait faire bien mieux qu'eux. Donc évidemment, là, ça a été une déflagration importante dans le monde de la radiologie. À partir de ce moment-là, on a vu un intérêt décuplé pour l'intelligence artificielle. C'est devenu un sujet de recherche qui a été largement exploré. Ça a occupé une grande partie des programmes des congrès internationaux et les radiologues se sont sentis vraiment concernés. Concernés, je dirais même peut-être inquiets, puisque finalement on nous annonçait la mort de notre métier, hein, avec donc une inquiétude grandissante, avec parfois même chez certains jeunes étudiants en médecine la possibilité de ne pas choisir cette spécialité, puisqu'on leur avait expliqué que potentiellement dans quelques années, eh bien, on n'aurait plus besoin d'eux et qu'ils n'auraient plus de travail. Donc, les premières finalement applications pratiques ou les premières études ont eu tendance à confirmer finalement un peu cette impression, avec notamment en particulier cet événement du Digital Mammography Challenge là, qui était en fait une évaluation rétrospective sur un très grand nombre de mammographies, vous voyez plus de 100 000 mammographies, annotées par des radiologues où des logiciels d'intelligence artificielle étaient en compétition pour voir lesquels auraient les meilleures performances diagnostiques pour détecter et caractériser les anomalies mammaires. Et le résultat de cette étude, enfin de ce challenge, qui a été donc d'ailleurs à l'époque remporté par Therapixel, donc une entreprise française d'intelligence artificielle avec laquelle d'ailleurs on est aujourd'hui en partenariat, ils se sont rendus compte que finalement les logiciels d'intelligence artificielle seuls faisaient presque aussi bien que les radiologues. Ils ne faisaient pas vraiment mieux, mais ils faisaient quand même presque aussi bien. Et puis surtout que si on associait les résultats de l'intelligence artificielle à ceux des radiologues, on avait des résultats qui étaient meilleurs que ceux des radiologues seuls. Alors, il y a eu un très grand nombre d'études qui a été dans ce sens-là. Vous avez un exemple ici de cette étude récente, hein, vous voyez, de Radiology en 2021, qui est une étude rétrospective, où ils ont évalué les performances de l'intelligence artificielle standalone, c'est-à-dire seule, hein, sans l'aide du radiologue, pour l'analyse de 16 000 mammographies, où il y avait la mammographie 2D et puis la tomosynthèse 3D, donc on va dire le protocole complet, moderne d'analyse des mammographies à jour. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Eh bien, ils ont montré qu'il y avait quand même une bonne sensibilité, une sensibilité qui était équivalente au radiologue à la fois pour la mammographie 2D et pour la mammographie 3D, avec peut-être une petite diminution de la spécificité par rapport à la mammographie 3D, mais quand même des performances pour un logiciel qui marche tout seul, extrêmement satisfaisantes. Vous avez un exemple ici qui le montre, où vous avez une mammographie, où il y avait une petite anomalie assez subtile qui initialement n'avait pas été détectée par le radiologue. Donc vous voyez, c'est cette petite masse profonde, c'est vrai qu'elle n'est pas facile à voir. Et en fait, elle avait été détectée sur la mammographie suivante, donc plusieurs mois après, où la masse avait grossi et donc avait été visible par le radiologue. Mais vous voyez qu'en fait, le logiciel d'intelligence artificielle, rétrospectivement, il avait détecté cette anomalie et puis il lui avait surtout attribué un score de suspicion très élevé, 82 sur 100. Donc non seulement il l'avait vu, mais en plus il avait dit attention, c'est très probablement un cancer.
Alors voilà ce que ça peut représenter aussi dans la pratique, hein. Donc voilà, ça c'est un cas d'une situation vue avec le logiciel Therapixel. Vous avez ici, dans la mammographie du sein gauche, une mammographie qui n'est pas forcément facile à lire. Le radiologue qui avait vu la mammographie n'avait pas décrit grand-chose d'anormal et puis le logiciel lui a dit: «Attention, ici, il y a des calcifications et ces calcifications ne sont pas normales». Effectivement, le radiologue a été attiré par l'image, a fait des clichés agrandis et a vu ces calcifications qu'il n'avait pas vues au départ. Donc on voit bien que ces logiciels, ils vont venir un peu rattraper, les défauts de détection des radiologues qui peuvent être liés, à la charge de travail en fin de journée, hein, quand on a fini sa journée. La concentration est peut-être un peu plus faible et on peut laisser passer certaines choses. Donc il y a eu un grand nombre d'études. Là, ici, vous avez une méta-analyse publiée récemment dans Radiology qui a repris pas mal de ces études, 14. Alors toutes des études rétrospectives, mais vous voyez que sur ces études, cette méta-analyse a montré que les algorithmes de machine learning dans ces études-là a donné l'impression de faire au moins aussi bien que les radiologues. Donc on a vraiment tout un tas de résultats qui ont l'air de dire: attention, ces logiciels, ils ont l'air de vraiment pouvoir apporter des choses ou avoir des bonnes performances en pratique clinique pour détecter et caractériser les anomalies mammaires. Alors c'est vrai en dépistage, donc le dépistage, ce sont les cas où les patientes n'ont pas de symptômes, hein, on fait une mammographie pour chercher une anomalie chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes. C'est vrai aussi en diagnostic. En diagnostic, c'est-à-dire une anomalie qui est palpable ou bien une anomalie qui a été détectée sur une autre mammographie, on fait un bilan complémentaire. Vous voyez ce bilan, on a une face et un oblique. Sur la face, on ne voit rien. Sur l'oblique, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Alors avec un œil entraîné, on voit qu'il y a une distorsion architecturale un petit peu en supérieur ici, mais qui pourrait éventuellement ne pas être détecté. Et vous voyez que là, le logiciel, il l'a très bien vu. Il nous a dit qu'elle était là, qu'elle était très suspecte, et en plus, il nous l'a localisé sur le cliché de face, où là, on n'avait vraiment aucune image visible. Donc ça nous aide non seulement à visualiser l'image, à mieux l'évaluer, mais aussi à bien la localiser. Ça peut être utile aussi en situation pré-thérapeutique. Alors la situation pré-thérapeutique, c'est les cas où les patients ont un cancer qui est prouvé. Donc on sait qu'ils ont un cancer. Le problème, c'est que dans cette situation-là, on a souvent le syndrome de l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé un cancer, c'est vrai que souvent les petites anomalies additionnelles ont tendance à ne pas être bien visualisées. Donc ça, c'était le cas chez cette patiente on avait détecté un cancer, puis on n'avait pas forcément vu qu'il y avait une autre anomalie. Et là, le logiciel, lui, il ne se pose pas de questions, hein. C'est-à-dire qu'il voit une image anormale, il ne prend pas en compte le fait qu'il y ait ou pas autre chose dans le sein, et il va nous dire: attention, regardez cette anomalie, il y a quelque chose de supplémentaire, de douteux. Alors là, il ne s'était pas beaucoup mouillé, il avait dit incertain. Donc on avait été attiré par l'image, on avait fait des explorations complémentaires, notamment une échographie ciblée, et effectivement, il y avait une deuxième localisation du cancer qui était à cet endroit-là. Donc les logiciels peuvent nous aider pour la détection, donc en situation de dépistage, en situation de diagnostic, mais il y a aussi beaucoup d'autres applications en scénologie. Certains évoquent la possibilité de réduire la charge de travail des radiologues, notamment en éventuellement triant les mammographies normales. C'est un peu le rôle de premier lecteur, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va finalement éliminer toutes les mammographies considérées comme normales, pour lesquelles il y a un risque extrêmement faible qu'il y ait un cancer du sein. Et le radiologue, lui, va être amené à regarder que les mammographies qui sont douteuses ou suspectes. Et vous voyez qu'il y a des publications qui disent que ça peut réduire jusqu'à 70% le temps de travail des radiologues. Alors évidemment, ça dépend comment on évalue le temps de travail des radiologues, mais en tout cas, ça pourrait réduire la charge de travail. Ces logiciels peuvent aussi améliorer la caractérisation des images indéterminées, c'est-à-dire des images où finalement, si on n'a pas beaucoup d'expérience, on peut avoir du mal à dire si c'est suspect ou pas parce que les caractéristiques ne sont pas évidentes. Il y a une publication qui montre que si on apporte un logiciel d'intelligence artificielle à des lecteurs moins expérimentés, on peut améliorer leur performance pour la caractérisation de ces images. Les logiciels peuvent aussi nous aider pour évaluer de façon plus reproductible la densité mammaire. Alors, densité des seins, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, hein. Quand on décrit une mammographie, on décrit à quel point les seins sont denses. Vous avez ici les 4 classes qui sont proposées par le lexique BI-RADS qu'on utilise quand on décrit des mammographies. Vous avez des seins qui sont complètement graisseux, comme ici, un petit peu plus denses, mais qui restent principalement graisseux, comme là. Là, vous avez un sein qui est plus dense, dense hétérogène. Voilà, et là, vous avez un sein qui est extrêmement dense. Alors, c'est intéressant d'évaluer la densité mammaire, d'abord parce que ça va nous aider à déterminer si la mammographie va être performante ou pas pour détecter un petit cancer. On comprend bien qu'un petit cancer sera plus facile à voir dans un sein graisseux que dans un sein dense, mais aussi parce que la densité mammaire a été reconnue comme étant un facteur indépendant de cancer du sein. Et donc, le fait d'évaluer la densité mammaire, ça peut rentrer dans des algorithmes qui vont permettre
d'évaluer le risque global qu'a une patiente de développer un cancer du sein. Et ça, aujourd'hui, c'est utilisé en association avec des facteurs cliniques, les antécédents de la patiente, éventuellement des facteurs génétiques, pour déterminer un risque personnalisé des patientes et éventuellement proposer un dépistage plus personnalisé, en adaptant en particulier le rythme des mammographies au risque personnel de la patiente. Ça, c'est le sujet d'une étude internationale européenne qui s'appelle MyPEPS, à laquelle l'Institut participe, où on évalue justement si le fait de proposer un dépistage personnalisé à partir d'un risque de cancer du sein calculé à partir de tous ces éléments est plus performant que de proposer des mammographies tous les 2 ans à l'ensemble de la population. L'intelligence artificielle, elle peut aussi intervenir pour des éléments qui ne sont pas diagnostiques. Donc, elle peut intervenir, par exemple, pour aider les manipulateurs à bien positionner la patiente, donc, par exemple en les alertant si la patiente n'est pas positionnée correctement lors de l'acquisition de la mammographie. Ça peut aussi contrôler de façon automatique la qualité d'image. Est-ce que le sein a été bien tiré, a été bien positionné? Et puis, ça peut aider aussi à optimiser la dose. Il y a des logiciels qui sont intégrés dans les mammographes pour qu'on ait la meilleure qualité d'image possible avec le moins de doses possible pour qu'on puisse irradier le sein le moins possible. Donc, vous voyez, il y a quand même de nombreuses applications potentielles de ces outils dans la pratique quotidienne. Alors, tout ça, ça a l'air extraordinaire, mais finalement, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vraiment ça vient impacter nos pratiques au quotidien? Alors d'abord, on peut faire le constat que la littérature, si elle est très abondante, elle est faite aujourd'hui que d'études rétrospectives pour lesquelles vraiment la qualité n'est pas très élevée. Et vous voyez que là, il y a une méta-analyse récente qui a été faite et qui a été publiée donc, par Freeman et qui a été publiée dans le British Medical Journal et qui dit que finalement, il y a 3 études rétrospectives correctes qui a évalué un peu plus de 30 logiciels d'intelligence artificielle sur près de 80 000 patientes. Et c'était correct, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle était comparée aux performances du radiologue initial, c'est-à-dire du radiologue qui avait fait le diagnostic en vraie vie, c'est-à-dire vraiment confronté à la patiente, à la mammographie. Alors que dans tous les autres cas, finalement, l'intelligence artificielle est comparée aux performances d'un radiologue qui va lire les examens, mais en conditions de laboratoire, j'ai envie de dire, pas forcément en réalité diagnostique. Et en reprenant ces études-là, eh ben, cette revue a montré que dans 94% des logiciels, finalement, font moins bien qu'un seul lecteur. Et si on prenait les cas où il y avait plusieurs lecteurs, où la lecture était faite en consensus, eh ben, en fait, tous les logiciels d'intelligence artificielle faisaient moins bien que les radiologues. Donc finalement, les performances n'ont peut-être pas l'air si évidentes que ça pour la vraie vie. Et puis il y a encore tout un tas de questions qui ne sont pas résolues. Comment est-ce qu'on va utiliser ces logiciels? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va les utiliser plutôt, comme on a dit tout à l'heure, en premier lecteur, c'est-à-dire avec un tri des patientes normales? Est-ce qu'au contraire, on va plutôt l'utiliser en deuxième lecteur, c'est-à-dire que les mammos seront lus une première fois, puis ensuite ça sera relu par un logiciel d'intelligence artificielle pour détecter les éventuelles lésions qui auraient été ratées? Et puis les logiciels, en fait, il y en a un grand nombre. Donc la plupart des publications sont faites avec des logiciels différents. Il y a des logiciels commerciaux, mais il y a aussi des logiciels qui sont, on va dire, produits localement. Donc lequel choisir? Quelle est vraiment leur performance? On l'a dit tout à l'heure, en fait, ce sont des logiciels qui, pour être performants, doivent apprendre. Et ils doivent apprendre sur une très grande quantité d'images et que ces images doivent être annotées. Donc on voit bien que lorsqu'on utilise un logiciel, nous, on ne sait pas comment l'apprentissage a été fait. Est-ce qu'il y avait une très grande quantité de mammographie? Est-ce que l'annotage a été bien fait? La notation a été bien faite? Est-ce que les anomalies, les cancers ont bien été notés cancer et les bénins ont bien été notés bénins? Donc, comment est-ce que ça a été fait au départ? Et puis, il y a toute une problématique qui est l'effet, qu'on appelle l'effet boîte noire, c'est-à-dire que nous, en fait, on utilise un outil, mais on ne sait absolument pas comment il marche. Non seulement on ne sait pas comment il marche, mais on ne sait pas non plus si par hasard, tout d'un coup, il dysfonctionne et qu'il se met à détecter, à décrire comme bénin des cancers ou comme malin des choses bénignes, eh ben, on ne va pas forcément s'en rendre compte parce qu'on ne va pas voir ce qui s'est passé à l'intérieur et qui ne marche pas. Donc ça pose aussi le problème donc, de la responsabilité. Si finalement on rate des cancers, qu'est-ce qui va être responsable? Est-ce que c'est le logiciel? Est-ce que c'est le radiologue? Voilà, toutes ces questions-là, elles sont très présentes et pour l'instant, elles ne sont pas résolues. Alors voilà un exemple qui illustre un petit peu cette réalité-là. Ce cas d'une mammographie bilatérale d'une patiente de 80 ans qui avait une masse palpable du sein gauche. Et là, on n'a pas besoin d'être un expert radiologue avec des années et des années d'expérience pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'air normal en supéro-externe à gauche. Sauf que lui, le logiciel, il nous dit que, bah, effectivement, il a vu quelque chose, mais il nous dit que ça, c'est probablement bénin, ce qui évidemment n'est pas du tout corrélé à la réalité de cette masse qui est visiblement un cancer typique.
Voilà, donc finalement, on peut se dire, est-ce que les radiologues sont vraiment en voie d'extinction? Probablement pas. Donc ça, c'est la position du professeur Harvey, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle pour l'imagerie et pour l'imagerie du sein en particulier, et qui déclarait en 2018 qu'il pensait que l'intelligence artificielle ne remplacerait pas les radiologues. D'abord parce que les radiologues ne font pas que regarder des images. C'est-à-dire finalement, ce temps de détection et de caractérisation, c'est une toute petite partie de notre activité. Et nous, on fait beaucoup d'autres choses. Nous, on fait beaucoup d'autres choses. On examine les patientes, on discute avec le clinicien de l'indication, on reçoit l'indication et on détermine les modalités d'acquisition en fonction du problème clinique. On vérifie la qualité des images. Alors, effectivement, on interprète, mais ensuite, on va analyser l'image en fonction du contexte clinique. On va produire un rapport, on va rédiger donc, un compte-rendu, et puis on va communiquer les résultats auprès de nos collègues. Et puis dans les institutions comme celle dans laquelle je suis, on fait aussi de l'enseignement, de la recherche, et donc on voit bien que notre métier ne se réduit pas à la détection, à la caractérisation. Et puis par ailleurs, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a quand même le problème de la responsabilité. On sait aujourd'hui que les avions, ils sont tout à fait capables de voler sans pilote avec très peu d'accidents, mais aujourd'hui, on se rend compte que dans tous les avions, il y a quand même un pilote, d'abord parce que les passagers ne seraient pas prêts à monter dans l'avion s'il n'y avait personne à l'intérieur, et puis aussi parce qu'il y a un problème de responsabilité, c'est-à-dire que si à la fin il y a un crash mais qu'il n'y a pas de pilote, qui va assumer la responsabilité de cet accident. Et c'est vrai aussi finalement pour l'imagerie. Voilà, donc on voit bien qu'on ne sera probablement pas remplacé par l'intelligence artificielle. Par contre, on espère bien que cet outil va venir nous aider, va venir nous améliorer, va nous remplacer sur des tâches qui sont peut-être des tâches pas les plus intéressantes. La surveillance de boules, hein, des fois on nous décrit un peu comme des boulologues, où on mesure des boules, et finalement ce n'est pas la partie la plus intéressante de notre métier. Peut-être que cette partie-là sera récupérée par des logiciels d'intelligence artificielle, et que nous finalement, on espère hein, qu'on se verra un peu comme Tom Cruise, hein, on va venir être des maîtres des données, hein, récupérer toutes ces données pour en tirer des informations pertinentes. On espère aussi qu'aujourd'hui, le radiologue, avec les contraintes d'activité, la charge de travail, etc., c'est peut-être un peu robotisé. Peut-être que grâce à ces logiciels qui vont enlever une partie de la tâche, voilà, on va pouvoir réinvestir d'autres tâches, comme les tâches notamment de médecin, hein, et de réinvestir la relation notamment avec les patients, ces tâches humaines qui ne seront pas remplacées par des logiciels. Voilà, en conclusion, donc, l'intelligence artificielle basée sur l'apprentissage profond, c'est clairement une évolution incontournable en imagerie mammaire. Il y a des résultats encourageants avec de très nombreuses publications, mais aujourd'hui, ça reste à confirmer dans la vraie vie. Il y a encore des limites avec des performances qui sont largement perfectibles. Il y a des questions qui ne sont pas résolues. Comment est-ce qu'on va utiliser ces logiciels? Quel logiciel on va choisir? Et on voit bien, par contre, que dans l'avenir, avec le progrès de ces logiciels qui vont continuer à apprendre, eh bien, on va vraiment avoir un outil qui ne va pas remplacer les radiologues, mais qui va être au service des radiologues, en espérant que ça permette un jour l'avènement d'un radiologue augmenté, pas augmenté en termes de robotisation, mais peut-être un peu augmenté en humanité. Ce serait une bonne chose. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez Merci des beaucoup. questions? Alors, il y a une question sur le chat qui dit, pensez-vous, alors vous y avez un petit peu répondu sur la fin, il me semble, mais je la pose quand même. Ne pensez-vous pas qu'à l'usage, il y a un risque que les algos fassent mieux que les radiologues, simplement parce que les radiologues seront devenus moins bons du fait de l'usage systématique de ces béquilles? Y a-t-il des évaluations dans ce sens? Alors aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a aucune évaluation vraie vie, hein. Donc on n'a que des évaluations rétrospectives dans des conditions qui ne sont pas les conditions de la vraie vie. Probablement que ça va venir faire changer nos pratiques. On peut imaginer que si les radiologues sont très spécialisés, ne font que de la détection et ne la font pas bien, un jour ou l'autre, on pourrait imaginer de les remplacer par l'intelligence artificielle. C'est possible. J'ai envie de dire, à la limite, tant mieux. C'est-à-dire que finalement, ça va nous obliger, c'est ce que je disais un peu sur la fin de la présentation, ça va nous obliger, nous, à utiliser cet outil pour faire notre vrai métier de radiologue complet, hein, dont on a vu qu'il y avait quand même tout un tas de tâches qui ne sont pas uniquement la détection, pour essayer voilà, d'avoir une approche d'expertise, de multidisciplinarité, de temps avec le patient. Voilà. Alors en plus, les logiciels, ils font une petite partie des tâches, hein. On a les logiciels pour la mammographie, c'est très bien, mais nous, en tant que radiologue du sein, en fait, on interprète la mammographie, on la corrèle à l'échographie, parfois on va faire une IRM, on va intégrer ces informations, et c'est ce qui rend aussi notre métier intéressant. C'est-à-dire finalement, on intègre des informations multiples, et là, on intégrera des informations multiples dont une partie aura été apportée de façon automatique par des logiciels.
Une deuxième question qui est: observez-vous une différence de performance ou d'intérêt entre les solutions d'IA en mammo 2D versus tomosynthèse? Alors, il y a plus de publications sur la mammographie 2D, puisque c'est quand même plus simple d'ailleurs a priori pour les algorithmes. Il y a moins de choses sur la tomosynthèse, même s'il commence à y avoir des publications qui sortent et qui montrent que les résultats peuvent être tout à fait satisfaisants également. Ce qui est certain, c'est que les performances sur la mammographie 2D, de mon point de vue, c'est déjà un petit peu has-been. C'est-à-dire que comme la mammographie aujourd'hui se fait beaucoup avec de la tomosynthèse, qui a montré quand même une nettement meilleure performance que la mammo, c'est vraiment les logiciels qui s'intéressent à la tomosynthèse qui vont être les plus utiles. Donc là aussi, voilà, il y a des perspectives intéressantes, mais ça reste à confirmer dans la vraie pratique, quoi. Vous avez une idée sur les délais? Parce que on a plein de perspectives, on est dans la recherche, mais est-ce que vous avez une idée temporelle de quand est-ce qu'on va pouvoir le mettre en pratique? Est-ce que c'est à l'ère Alors à court terme? Alors déjà, le bon côté en termes de délai, c'est que 5 ans après, contrairement à ce que disait Geoffrey Hinton, on est toujours là. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. On existe encore. Il y a déjà des logiciels qui marchent plutôt bien, hein, en tout cas qui marchent, qui sont utilisés en pratique. Donc ça existe aujourd'hui avec des performances qui sont encore largement perfectibles. On voit bien que ça marche, par exemple, sur certains types d'anomalies. Par exemple, pour les masses, ça marche très bien, mais pour les calcifications, ça marche moins bien. On voit que les logiciels sont quand même un peu perdus, chez les patients qui ont eu des chirurgies, donc qui ont des remaniements dans les zones opératoires. Ils ont toujours l'impression de voir des choses suspectes, alors que pour l'instant, alors que c'est pas le cas. Donc c'est très perfectible, mais ça existe déjà. Donc dès maintenant, on peut avoir un logiciel d'intelligence artificielle qui nous aide un peu dans notre pratique, même si ça reste, quand même pour l'instant à la marge, quoi. Ok, merci. Une dernière question et on passe à la suite. Donc, les performances ne prennent pas en compte la sévérité des erreurs, ce qui gonfle les performances de ces outils IA. Comment améliorer ces évaluations? Cela a été évoqué, la détection de biais systématiques, en particulier à la suite de changements de contexte, est très difficile. Donc, quelles sont les pistes pour permettre une meilleure détection de ces biais? Bah, on a clairement besoin d'évaluation prospective, vraie vie, hein. C'est-à-dire qu'on mette enfin, qu'on utilise ces logiciels dans une vie pratique en essayant de formaliser ça pour prendre les informations et pour voir si à la fin, notre pratique a vraiment été modifiée, quoi. Donc faut donner ça à des radiologues au quotidien, leur dire: «On regarde la mammographie sans le logiciel, on fait une première évaluation, puis ensuite on regarde avec le logiciel et on fait, une deuxième évaluation et puis à la fin, bah, on voit si, effectivement ça a vraiment changé nos pratiques ou pas». Il faut vraiment le faire de façon prospective. Prospective. Ben, merci beaucoup, Foucault, pour ce topo très clair. Et puis, à très bientôt. Bientôt, merci.